Dialogue avec le mouvement du 23 mars, quelles sont les limites qui doivent y participer, pourquoi et comment? Nous en parlons encore avec notre deuxième invité, Papi Tamba, qui est cadre de la majorité présidentielle et du PPRD. Bonjour et merci. Bonjour, je suis membre du PPRD. Membre du PPRD et analyste politique. Oui. Voilà. Alors, j'aimerais un peu qu'on contextualise cette question. Certains parlent du dialogue, d'autres parlent de négociation. Qu'est-ce que l'opinion doit garder? L'opinion doit garder un concept très simple, c'est d'évaluer. Nous sommes devant une situation où nous savons qu'il y a des accords qui ont été signés. Aujourd'hui, il y a un groupe qui revendique pour dire que ces accords-là n'ont pas été respectés. Oui. Alors il faut maintenant s'asseoir pour évaluer. Et les termes deviennent très simples. Alors, lorsque le gouvernement congolais ne s'engage qu'à dialoguer avec le M23, pendant qu'il y a d'autres groupes rebelles de la région avec lesquels le gouvernement a pu signer des accords en 2009, ne pensez-vous pas que ça risque de créer une implosion au niveau du Kivu? Non, c'est ça que je suis en train de dire. Il faut faire observer que l'accord de 2009 visait entre 22 ou 23 groupes rebelles. Aujourd'hui, il y a une dissidence des gens qui viennent avec une certaine supercherie. On n'est pas naïf. Mais vous savez, dans la vie, il faut toujours suivre les choses jusqu'au bout des choses. Permettez-moi la tautologie. Oui. La RDC, avec les pouvoirs du chef de l'État, c'est-à-dire la politique qui est mise en place, plaide la bonne foi. Parce que nous plaidons la bonne foi, au niveau de la région, nous sommes en train de renverser certaines tendances. Les rapports et même les regards de la communauté internationale changent. Hier, quand nous avons négocié en 2009, il y avait un prétexte qui existait, qu'on avait vidé. C'était un prétexte rwandais de la traque des FDLR. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Oui. Ces prétextes-là, parce qu'ils n'existent plus, il y a des gens au-delà de nos frontières. Au-delà de nos frontières, il y a des gens qui considèrent que le M23 est une fiction. Oui. Il y a les gens qui sont l'air, c'est-à-dire ceux qui sont menés le parrain de M23, qui nient, qui les considèrent, puis nous continuons à les considérer comme tels. Sauf que ceux-là, qui sont les maîtres de M23, sont dans la dénégation, qui veulent tout simplement nous faire croire et continuer à faire croire que l'affaire est une affaire congolo-congolaise. Ce qui est seulement dramatique, pourquoi nous devons continuer à négocier? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Ils trouvent une jonction. Ils trouvent des points de chute sur le plan interne. Il y a certains Congolais qui leur font les lits. Oui. Certains Congolais qui deviennent carrément, je veux dire, les avocats de ce genre de mouvements sur le plan interne. Et parce que ces problèmes maintenant touchent la nation dans une certaine mesure, il faut évaluer. Maintenant, l'évaluation ne voudrait pas dire que nous rentrons à la case de départ. Nous allons maintenant les écouter. Alors, il faut maintenant savoir, bon. Alors, quelle est la vraie identité du M23? Est-ce une, c'est pas, une dissidence, comme vous venez de le dire, ou une fiction du Rwanda, ou une partie du CNDP qui a quitté la majorité? Maintenant, je vais vous surprendre en disant c'est un peu tout ça. Et c'est ça le paradoxe. Le M23, effectivement, c'est une dissidence, c'est une branche du CNDP et c'est une fiction parce que c'est une branche du Rwanda. Mais ce qui est dramatique, là où ça touche la nation, c'est parce que les M23 trouvent une jonction, je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan interne. Et là maintenant, il y a des gens aujourd'hui qui se saisissent de ce que les M23 avaient fait pour évoquer d'autres problèmes. Alors dans ces cas, on ne peut pas dialoguer seulement avec le M23, mais aussi avec certaines personnes internes ou externes. Non, il faut, je pense que nous devons nous mettre d'accord. Nous devons nous mettre d'accord sur un point. Oui. Notre pays a fait un choix. Nous avons traversé plusieurs autres troubles. Les autres troubles que nous avons traversés avaient un fondement. C'était des rébellions armées. Oui. Et c'était aussi la discordance sur le plan politique. Il y a une table qui nous a réunis. Ça s'appelle Sun City. Et à partir de Sun City, nous avons pris certains accords qu'on considère comme état des acquis. Ça, j'étais les bases de notre démocratie. La démocratie est nette, et plutôt la démocratie est née, et elle est en train d'être consolidée. Pendant que nous consolidons cette démocratie, il y a un mouvement. Je suis en train de vous dire qui est un peu tout ce que je suis et tout ce que vous avez décrit. Ce mouvement, pour des agendas ouverts et cachés en même temps, oui,
veut maintenant encore nous imposer une guerre injuste. Parce qu'il faut empêcher à ces pays de se reconstruire. Je pense que le chef de l'État l'a dit. Qu'est-ce que nous faisons? Oui. Nous ouvrons 3 brèches. Nous ouvrons la brèche politique, diplomatique et quoi? Et militaire, pour les combattre. Il s'avère qu'aujourd'hui... Laquelle brèche est efficace pour vous? Il s'avère, toutes les brèches sont efficaces. Vous savez, il y a une chose que nous devons aussi considérer. Et ça, les Congolais, des fois, je pense que nous avons toujours envie d'avoir une mémoire courte. Avant la menace de la prise de Goma, oui. 4 jours auparavant, nous avons vu la force de frappe de nos FARDC qui ont même tué puis entre 102 à 103 éléments du M23. Et le M23 qui a été directement renforcé à suite de cette débâcle par la force rwandaise. Tout le monde l'a vu, ce n'est plus un secret, tout le monde le dit. Lorsqu'ils ont investi Goma, environ 70 à 80% étaient des éléments rwandais en uniforme de l'armée rwandaise. La presse internationale a montré l'image, les images ont circulé partout. Et les rapports des experts de l'ONU. Et les rapports des experts de l'ONU est même allé au-delà. Oui. Maintenant, nous le savons aujourd'hui. Mais sauf que, je suis en train de dire ceci, pendant que nous sommes dans la démarche diplomatique, le Rwanda n'est pas mis hors de cause. Ça, les Congolais doivent le savoir. L'implication du Rwanda et de l'Ouganda a toujours sa place aujourd'hui au niveau de la chaîne de condamnation. Alors, parce que... Donc l'interlocuteur valable avec lequel le gouvernement congolais devrait dialoguer, c'est bien le Rwanda et l'Ouganda au lieu du M23. Mais nous sommes en train de le dire. De toute façon, les chefs d'État se sont réunis, dans un sommet entre les chefs de l'État et ils ont pris certaines résolutions. Et vous savez, quand les chefs de l'État parlent, ce n'est que... je suis en train de dire, c'est-à-dire le mot dialogue pris dans un sens large, je dirais oui. Mais nous sommes là pour dialoguer de quoi? Dialoguer pour faire l'évaluation. Vous savez, quand 2 personnes se parlent, on va dire qu'ils se dialoguent. Oui. Mais s'il faut prendre le mot dialogue dans son concept politique, je vais dire non. Nous disons tout simplement que ces gens-là, dans cette branche, pendant que nous sommes aussi dans l'autre branche qui consiste à la condamnation des parrains de M23. Parce que cette branche-là n'est pas éteinte. Oui. C'est ça que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Pendant que nous sommes dans cette démarche, à côté, il y a toujours ce M23 qui a trouvé une jonction. C'est ça que je suis en train de dire sur le plan interne, oui. Au point que cela devienne aussi un problème national, toute proportion gardée. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons les écouter. Oui. Pour maintenant faire l'évaluation, parce que nous n'allons pas cracher sur notre propre signature. Oui. Nous avons effectivement signé en 2009. Nous avons signé en 2009 un accord. Les gens nous disent que cet accord n'a pas été respecté. Nous disons que tous les accords ont été, tous les points de l'accord ont été respectés. C'est ce que nous disons. Oui. Ça, c'est la position officielle du gouvernement congolais, défendue même par le ministre des ministres des Affaires étrangères. Donc nous allons maintenant savoir. Et puis deuxièmement, il ne faut pas savoir, il faut ignorer une chose. Tout cela s'est fait, non plus en secret. Oui. Comme je dis, la RDC plaide de la bonne foi. Il y a bien des observateurs internationaux. Monsieur Claude, je pense que nous connaissons un peu l'histoire du monde. Et je vais vous dire une chose, quoi qu'on en dise, retourner les problèmes dans tous les sens. Et peu importe ce qu'on peut penser, une rébellion qui occupe une ville, il reste. Parce que la rébellion considère cela comme étant une victoire. Parlons du M23 qui avait au départ des revendications essentiellement militaires, et il y a l'aile politique qui a brandi par après d'autres revendications d'ordre politique. Pour vous, des deux revendications... Mais je suis en train de vous dire que non, il n'y a pas question des revendications, il y a des prétextes. Je vous dis qu'il y a un prétexte qui était légitime en 2009. Légitime pourquoi? Parce que le FDLR était considéré comme étant une organisation terroriste par les services secrets du monde. Ça veut dire que lorsqu'il s'appuyait sur la traque de FDLR, cette revendication faisait que, bon, attendez, on ne va pas compliquer la vie aux gens qui combattent le terrorisme. Oui. Sauf que chez ce prétexte étant vidé, nous sommes en train de voir un autre prétexte, mais lorsque nous serons à la table de négociation, c'est une question de dossier. Pensez-vous que ce prétexte maintenant aura encore droit de citer? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que les gens pensent tout simplement que le gouvernement congolais va les mains vides pour tout simplement dire qu'écoutez, nous allons embrasser tout ce que vous dites. La position du gouvernement congolais n'est pas un secret, elle est connue. Le gouvernement congolais a dit clairement que nous avons respecté tous les points des accords. Et c'est ce que nous allons défendre.
pour montrer à ces gens. Et si ces gens-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont quitté la ville de Goma, s'ils ont quitté la ville de Goma, j'ai dit, vous parlez d'une pression internationale qui à un certain moment n'a pas existé. Je vais vous rappeler qu'en 2009 ou avant, nous avons vu des Rwandais jusqu'aux portes de la capitale à la traque de FDLR, alors qu'il n'y a aucun FDLR à Kinshasa. Les Rwandais étaient jusqu'à Mbujimai, qui est à plus de 1000 km de Kigali. Il n'y avait aucune pression internationale pour les faire partir. C'était juste la mobilisation du peuple congolais. Ça, c'est en 98 plutôt. Aujourd'hui, une rébellion qui essaie d'occuper une ville, qui a pensé que nous allons revivre encore le beau vieux temps de l'AFDEL, aujourd'hui, ils sont sommés de partir. C'est que quelque part, il y a un travail qui a été fait. Alors, ça c'est le énième dialogue, négociation. Est-ce qu'on peut espérer, par justement ce dialogue, qu'il y aura une issue plus ou moins aisée de la crise dans l'Est? Je refuse cette direction. Vous m'envoyez dans une direction que je refuse de prendre. Je dis s'il faut prendre le mot dialogue dans un sens large, ça dit comme on est en train de faire l'émission, je peux aussi conseiller que nous dialoguons. Là, je dirais oui. Mais si je dois le conseiller comme étant un concept politique, je dis qu'on ne va pas dialoguer avec les M23. Je dis seulement que les M23, qui vient avec un prétexte, la communauté internationale a dit aux M23, sortez des Goma. Parce que nous avons écouté le gouvernement congolais. Ils disent maintenant au gouvernement congolais que les M23 disent tout simplement qu'ils ont des revendications par rapport à un accord que vous auriez préalablement signé. Nous disons, on va les évaluer, parce qu'on les a signés. Mais sauf qu'en disant cela, nous lançons les tempos. Nous disons tout simplement que nous avons respecté tous les points des accords. Maintenant, on va faire l'évaluation. Vous savez, ne pas s'ouvrir en politique et criminel. Alors, le gouvernement qui souhaitait, est-ce que une grande partie des politiques congolais viennent participer à ces réévaluations, mais aux dernières nouvelles, l'opposition ne veut pas. Mais attendez, c'est l'inverse qui m'aurait étonné. Sincèrement, je vous dis la vérité. Ce qui m'aurait étonné, c'est que je vienne sur ce plateau et que vous puissiez me dire que l'opposition accepte d'accompagner le gouvernement à Kampala. Là, je dis que ça m'aurait étonné. Là, pour moi, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Pourquoi? Depuis le début de ce mouvement du M23, je vais vous parler des faits. On a parlé de Roger Lumbala, qui est membre de l'opposition, soupçonné de quoi? D'acquaintance avec les M23. À un certain moment, il y a un nom qui a filtré, c'était Mboussa Nyamwisi. À un moment, c'était qui? Les dissidents encore de l'armée, John Tshibangu. Toutes ces personnes se réclament d'une plateforme politique. Aujourd'hui, les rapports des experts des Nations Unies, ces rapports des experts des Nations Unies épinglent des partis politiques légalement constitués, en l'occurrence l'IDPS de notre papa Tshisekedi Mulumba Etienne. Aujourd'hui, c'est ça que je suis en train de vous dire, qu'ils ont été épinglés. Les M23 qui occupent Goma fait ses propres déclarations. Et dans les déclarations des M23, ils font quoi? Les leaders de l'opposition. C'est-à-dire ils récupèrent tout simplement toutes les revendications de l'opposition. Il y a matière à se poser des questions. Ce que vous avez appelé prétexte. Ce qui s'assemble, se ressemble, je pense. Donc, c'est-à-dire des personnes qui revendiquent les mêmes choses dans la vie doivent avoir peut-être des points qui doivent les unir. Mais l'opposition sinon, on ne revendique pas les mêmes choses. Alors, c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est ça qui m'aurait étonné. Aujourd'hui, au moment où tous les Congolais devaient se réjouir qu'un groupement rebelle, armé, quitte une ville, sans qu'il y ait une seule mort supplémentaire de la part, un seul supplémentaire de la part des Congolais, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas avoir un crépitement d'armes. Alors, mais l'opposition a opposé une fin de non-recevoir à cette invitation du M23. Comment peut-on encore dire qu'il y a des accords? Je vous dis que je vous ai parlé des faits. Quand je parle d'un parti politique de l'opposition, ce n'est pas moi qui le dis. J'ai dit que c'est un rapport des experts du Conseil de sécurité. Ce n'est pas l'humble Papi Tamba qui le dit. Quand je parle de Roger Lumbala, ce sont des faits. Maintenant qu'on fasse une déclaration politique, vous savez, les politiciens, les politiciens congolais nous ont habillés avec des mascarades. Permettez-moi de vous dire qu'en 1965, 6 jours avant les renversements, avant le coup d'État du président Kassavubu,
envoyait encore le général Mobutu à côté du président Kasavubu, en train de faire cause commune, mais 6 jours après, il va les renverser. Les déclarations politiques ne peuvent plus nous émouvoir de la classe politique congolaise. C'est pourquoi je veux faire mien les propos du chef de l'État, qui encore une fois, qui n'a qu'à déclarer que le peuple congolais connaît son histoire et ses politiciens. Il sait qui et qui dit quoi, qui fait quoi, qui a une parole et surtout qui n'a que la parole. Je pense que les termes sont clairs. Ça veut dire que les jugements du peuple congolais pour ce qui est des positions, des prises de position de ces politiciens vont au-delà de simples déclarations. Alors le silence qu'observe le leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi, qui jusqu'à présent n'a encore rien déclaré au sujet de la crise de l'Est, comment on peut considérer cela? Mais je vous dis, ça ne peut qu'être étonnant. Je dis que ça ne peut qu'être étonnant. Étonnant, c'est-à-dire si on veut rester sérieux. Mais en même temps aussi, ce n'est pas étonnant lorsqu'on doit considérer les personnages. C'est ça que je vous dis que dans certaines matières, c'est le contraire qui nous aurait opposé, qui nous aurait plutôt étonné. Aujourd'hui, nous avons vu notre papa Tshisekedi Mulumba Etienne faire des déclarations de toutes sortes lorsqu'il s'agissait de certains faits que je considère comme étant mineurs ou même étant déplacés. La francophonie, le sommet de la francophonie. Mais par rapport au sommet de la francophonie, nous savons ce que lui et son parti trouvaient toujours pour dire. Ils avaient toujours la parole. Mais lorsque notre pays est agressé, là, subitement, j'ai dit bien subitement, notre papa Tshisekedi Mulumba Etienne devient mieux. Et quelques temps après, un rapport des experts du Conseil de sécurité nous dévoile qu'il y aurait 3 émissaires de l'IDPS pour aller rencontrer le M23. Posons-nous quelques questions. Il y a lieu de se poser quelques questions. C'est une révélation. C'est pas moi, en tout cas, ce n'est pas l'humble Papi Tamba qui le dit. Je pense l'avoir lu comme de nombreux autres Congolais. Nous les avons tous lus. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que, considérant ces différents événements, moi je me dis qu'il y a lieu de se poser quelques questions. Aujourd'hui, les M23 comme mouvement rebelle n'a pas que des ennemis. Si aujourd'hui les M23 considèrent que les chefs de l'État, que le peuple congolais, que la majorité au pouvoir sont ses ennemis, les M23 considèrent qu'au sein de la population congolaise, qu'il a aussi qui des amis. Alors le M23 qui est maintenant à 20 km de Goma, menacé de revenir, et pendant que les FARDC sont déjà à Goma, comment est-ce que vous percevez cela? Mais il y a une chose qu'il faut aussi signaler ici, les Congolais ont droit à la vérité. Oui. Il faut savoir quand même une chose, c'est que Goma qui tombe sous la coupole du M23, c'est-à-dire prise par les M23, n'avait pas envoyé les FARDC en vacances. Nous avons ouvert une autre branche diplomatique. C'est la branche diplomatique qui a fait que les FARDC ont tout simplement attendu l'issue. Pensez-vous que si cette voie-là diplomatique n'avait pas donné de fruits, les FARDC seraient partis en vacances et laisser ces gens-là continuer à piller notre Goma? Donc aujourd'hui, nous avons des vaillants soldats. Nos vaillants soldats qui sont là-bas, ils sont préparés à toute éventualité. Ils ne sont pas là aux bonnes grâces de qui des M23, parce que les M23 aujourd'hui qui se retrouvent par la magie, par une magie, je ne sais pas comment l'expliquer, fortement armés. Mais dans les accords que nous allons évaluer, on a bien parlé de la démilitarisation ou même comment on appelle ça, du désarmement de ces mouvements rebelles. Alors, dernière question, comment vous percevez l'issue de cette crise de l'Est? Moi, je veux seulement dire au peuple congolais qu'il faut garder espoir. Il faut garder espoir parce que obtenir la paix lorsqu'on est menacé, ce n'est pas une épreuve qui est facile. Le problème, ce n'est pas seulement d'avoir la paix, mais il faut savoir par quels moyens on veut obtenir cette paix et surtout, quelles solutions nous envisageons pour une paix dans la durée. Il y a d'autres pays. Je vais vous donner l'exemple de l'Irak aujourd'hui. Oui. Un jour, on avait bien déclaré que les hostilités sont terminées et que les Américains vont retourner, qu'il y a la paix en Irak. Mais jusqu'à aujourd'hui, le peuple irakien ne vit pas tellement la paix. Parce qu'il faut considérer la manière dont elle a été obtenue. Aujourd'hui, nous sommes engagés à un processus où nous avons actionné les terrains diplomatiques, politiques et les terrains militaires. Et nous savons par rapport à tout cela qu'une guerre n'est véritablement gagnée que lorsqu'elle est gagnée politiquement. Et nous sommes en train de gagner cette guerre
politiquement par les renversements des tendances. La RDC qui hier était considérée comme étant un bourreau parce que l'ONJA, le FDR, oui, aujourd'hui est une victime, elle plaide la bonne foi et nous savons que dans les jours à venir, le comité des sanctions au niveau du Conseil de sécurité, il y a des actions qui vont être mises en place pour qu'il y ait des condamnations et ce ne sont pas les Congolais qui vont être condamnés, voilà, en dehors de quelques traîtres. Voilà, merci beaucoup. J'espère que votre message d'espoir est passé. Merci beaucoup, Papi Tamba, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup.